Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie ce matin d'animer ce séminaire, de co-animer ce séminaire, à la fois avec Guillaume de Baudard qui a été très contributif sur le sujet, vous allez le voir tout à l'heure, dans le groupe de travail de la Fédération, Chloé et Delphine qui vont témoigner de leur expérience en tant que société de conseil et qui expérimente la RSE depuis un moment. Et puis Laurie et Mathilde qui vont représenter Syntec Conseil. Laurie et Mathilde, je vous laisse peut-être dire deux mots à la fois de la fédération dont Syntec Conseil fait partie et puis de notre syndicat. Bonjour, donc Mathilde Durieux chez Syntec Conseil. La fédération, elle représente 5 secteurs, donc le conseil, l'ingénierie, la formation professionnelle, les métiers du numérique et ceux de l'événementiel. Donc, on représente 120 000 entreprises, 1 400 000 salariés. Au sein de la fédération, ça fait longtemps maintenant que la RSE est un sujet de travail. Il y a 3 guides qu'on fait l'objet de travaux par l'ensemble des syndicats de la branche. Un premier en 2020, je crois, pour la responsabilité, pour s'engager pour la responsabilité sociale des entreprises, un deuxième sur la mobilité quotidienne des salariés, et donc ce troisième guide sur la VSME. Euh, Sachant qu'on vous enverra les slides si vous le souhaitez. Voilà. Et puis que par ailleurs, on est ravis si vous pouvez au fil de l'eau mettre dans le chat des questions que ces inputs susciteraient chez vous. Que je Alors, dise. pardon, excuse-moi. Donc, Mathilde vous a présenté la fédération. Donc, on revient sur Syntec Conseil. Ça fait 10 ans maintenant, voire peut-être même un peu plus, que Syntec Conseil s'engage sur les sujets RSE. C'est un engagement qui s'est traduit de différentes façons. La première, par la création de la commission des DRSE que co-préside Agnès avec Valérie Adair de Columbus Consulting, mais aussi en prenant part à des sujets plus structurants pour nos membres. Donc, certains d'entre vous le savent sans doute, nous avons été à l'origine de la première CEC sectorielle, donc la CEC, donc Convention des entreprises pour le climat consulting. Récemment, nous avons proposé la fresque de l'économie régénératrice chez Syntec Conseil. À l'issue de la CEC, un collectif s'est créé exclusivement conseil qui s'appelle Conseil Regen et qui est hébergé par nos soins. Donc voilà, donc en fait, Syntec Conseil a à cœur d'embarquer ses membres, d'embarquer la profession dans toutes ces initiatives. Donc on a tout de suite été d'accord pour participer à la création de ce guide. Et comme vous pouvez le voir, Agnès, Guillaume, Delphine et Chloé sont là aujourd'hui en tant que membres actifs, notamment sur le sujet de la RSE en général. Donc, on est ravis de vous accueillir aussi parce que, pour un certain nombre d'entre vous, c'est la première fois qu'on se croise à l'occasion de ce sujet. Donc, on est ravis de vous rencontrer pour ce webinaire et on espère du coup pouvoir continuer à travailler avec vous, à collaborer et que vous puissiez aussi nourrir ces commissions et ces initiatives avec vos besoins et envies sur la thématique. Merci. Merci Laurie. Et puis je vous invite vraiment à rejoindre la commission des DRSE qui se réunit 5-6 fois par an et qui nous permet de faire de mener des travaux collectifs, notamment sur les référentiels EcoVadis, sur la biodiversité, etc. Voilà. Donc on vous enverra les invitations à la prochaine réunion qui a lieu fin juin. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je te laisse, Guillaume, nous dire quelles sont les pressions qui, petit à petit, nous Ouais. amènent à rendre encore plus robustes nos démarches RSE. Très bien, merci beaucoup. Tu peux, oui, balancer tous les... Oui, donc, il y a, et c'est sans doute la raison pour laquelle vous êtes présent, il y a des enjeux très forts sur cette montée en puissance de la RSE. Je vais faire, bon, il y a des choses que vous connaissez très bien sur les attentes de vos collaborateurs, mais le focus d'aujourd'hui, il est très tourné sur nos clients, les attentes du marché. Parce que le point qu'on va vous présenter, c'est une réglementation sur les données extra-financières qui va toucher les entreprises de moins de 1000 salariés, on va y revenir.
Et ça signifie que ça va beaucoup faire évoluer les pratiques de nos clients. On va y revenir. Donc il y a un côté business extrêmement important dans ce qu'on va vous dire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de réglementation RSE préalablement et depuis, pour les entreprises, grosso modo de moins de 500 salariés. Et là, il y a une réglementation, même si vous allez voir qu'elle est volontaire, qui va impacter notre business au plan européen. C'est une réglementation qui n'est pas franco-française, qui est européenne. Donc, vous avez d'autres enjeux de pénurie de ressources, d'attente des collaborateurs, mais le focus d'aujourd'hui, c'est en quoi cette législation européenne, qui n'est pas encore d'ailleurs totalement stabilisée, va impacter notre business, à la fois en interne et aussi sans doute sur nos prestations également. Ça donne du potentiel peut-être à nos prestations. Alors, pour un petit peu focaliser, eh bien, nous avons deux types de marchés. Nous avons la commande publique et nous avons ensuite, évidemment, la commande de nos grands clients privés. D'ores et déjà, si vous répondez à des marchés publics, vous avez des questionnaires en matière de RSE, d'accord, sur lesquels il faut répondre, vous et vos clients. C'est général. Et dans la commande privée, nous avons non seulement également des questionnaires qui montent en puissance depuis ces dernières années, mais se sont mis en place des organismes, des plateformes de type EcoVadis qui nous questionnent. Pour travailler avec un grand compte, il faut, et vous le savez, répondre aux exigences d'EcoVadis. La réglementation qu'on va vous présenter va faire évoluer à la hausse encore ces pratiques, puisque ça va obliger les marchés publics d'un côté et nos donneurs d'ordre privés d'un autre côté de tenir compte de la réglementation qu'on va vous présenter. Donc, c'est plutôt une dimension supplémentaire et ça fait dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Au contraire, ils vont s'appuyer sur cette réglementation pour serrer et pour faire progresser leurs demandes vis-à-vis de leurs sous-traitants. Avant que tu enchaînes, j'ai mis le visuel là en bas à gauche d'une étude qui est très récente que Price et Lors et BPI France ont sorti sur la manière dont la RSE s'installe vraiment dans les relations clients-fournisseurs. Elle est en open source, elle est téléchargeable sur le site de Lors notamment si ça vous intéresse. Je te laisse enchaîner, Guillaume, pardon. Bon, alors ça, c'est des choses que vous connaissez par cœur. C'est en quoi ça peut, cette RSE, créer de la valeur, parce que pour certains, vous le proposez à vos clients et puis vous le mettez en place. On va le voir en interne chez vous. Bon, il y a un aspect évidemment différenciation. Donc, je l'ai indiqué, il y a des attentes de plus en plus fortes des marchés publics et privés. Donc, c'est l'occasion de se différencier par rapport à son concurrent. C'est également, on le sait, un sujet d'innovation. Donc, comme je vous l'ai indiqué, l'accès au marché va être de plus en plus lié à cela. Il peut y avoir un lien avec les financements que vous sollicitez auprès des établissements financiers. Ça plaît aux clients, ça plaît également aux équipes. Euh, voilà, bon, ça vous permet d'anticiper les obligations réglementaires parce que dans la RSE, il y a le texte dont on va vous parler sur les données extra-financières. Enfin, il y a un certain nombre de réglementations aussi environnementales et sociales qui vous impactent. Euh, ça renforce la confiance, je ne les passe pas tous en revue. Ça vous permet de travailler sur certaines optimisations des coûts. L'exemple qu'on cite dans le conseil souvent, c'est tout le sujet, et vous le maîtrisez bien, des déplacements. Euh, mais il y en a bien d'autres. Et puis, ça vous permet de contribuer, de vous positionner comme un acteur de la société, avec un sujet majeur, évidemment, c'est l'attractivité des équipes. Enfin, vous savez mieux que moi, quand de jeunes consultants arrivent, ils ont des questions très importantes sur ces sujets, sur le positionnement de votre entreprise. Mais ça, c'est des choses qu'on connaît maintenant bien. Je pense que le point intéressant de la matinée ensemble, ça va être en quoi cette nouvelle réglementation va faire encore évoluer. Je me répète, mais parce que je pense que c'est le sujet fondamental. Alors, du coup, je vais dire deux mots petit à petit, on va cheminer justement vers la VSME. La toile de fond de tout ça, c'est le Green Deal européen qui est sorti en 2019 et qui visait vraiment à faire transitionner des secteurs de l'économie de façon à répondre aux objectifs de neutralité
visés par l'Europe à l'horizon 2050, donc avec un certain nombre de secteurs fléchés, parmi lesquels beaucoup de nos clients dans le conseil. La liste là n'est pas exhaustive, on en a mis quelques-uns, mais en tout cas, il y a un certain nombre de secteurs qui sont directement visés. Et l'enjeu de la CSRD, dont vous avez pas mal entendu parler, qui s'est appliqué dès 2025 pour les plus grands groupes sur leur exercice 2024, c'était vraiment de renforcer la prise en compte des données ESG, RSE, dans le reporting des entreprises, de façon à ce que les données, les datas produites par les entreprises puissent être vraiment fiables et en plus comparables d'un secteur à l'autre, de façon à ce que la sphère financière puisse flécher les investissements vers les entreprises les plus responsables. Voilà. Donc la CSRD, c'est un instrument du Green Deal. L'ambition ultime, c'est d'aligner les exigences de reporting extra-FI sur celles du reporting financier. Donc la marche est haute, mais voilà, on chemine. Il va y avoir un replay d'un webinaire que j'ai suivi là, il y a 2-3 jours, animé par BL Evolution, qui vient d'analyser tout le reporting du SBF 120 avec des témoignages de responsables RSE qui disent clairement qu'on n'en est pas encore à ce niveau de finesse en matière de reporting extra-financier, mais qu'on a vraiment passé un vrai cap dans le domaine, en tout cas dans les entreprises et du CAC et du SBF 120. Aujourd'hui, suite à l'omnibus, vous en avez entendu parler, il n'y a plus que 8000 sociétés européennes qui sont directement concernées par la CSRD, puisqu'elles doivent avoir plus de 1000 salariés et plus de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour autant, parce qu'on pourrait se dire, ben voilà, quid des PME et des TPE, tout le monde parle de cette notion de ruissellement parce que la directive demande des informations très précises aux grands groupes qui vont devoir se retourner, mesurer dans toute leur chaîne de valeur, chez leurs fournisseurs de rang 1, de rang 2, de rang 3, et leurs impacts comme les risques et les opportunités, et qui vont devoir, cette notion de chaîne de valeur, elle est très intéressante, mais qui vont devoir se préoccuper à la fois de l'amont, donc leurs fournisseurs et leurs prestataires, mais aussi de l'aval en allant jusqu'à leurs clients consommateurs et jusqu'à la fin de vie. On vient d'accompagner Syntec Études sur une mission très intéressante et on s'est questionné ensemble sur l'impact des recommandations qu'une société d'études délivre à ses clients, notamment lorsque je suis une société d'études qui intervient dans le marketing et que je fais des recos sur les produits, sur les packaging, etc. Donc, attendez-vous à ce que vos clients se préoccupent de plus en plus de vos propres risques, de vos propres impacts dans leurs analyses. Et vous allez être concerné non seulement parce que vos clients vont vous le demander, mais parce qu'à terme, les banques, les assureurs, les investisseurs, toute la sphère financière, pour répondre à ses propres obligations et donc flécher les investissements au mieux, va questionner ceux qui sollicitent leurs investissements. Du coup, on prévoit qu'un très, très grand nombre de PME seront concernées. On n'a pas repris les chiffres ici, mais ils sont dans le guide VSME qu'on va vous envoyer juste derrière cette présentation. On s'attend à ce que plusieurs dizaines, centaines de milliers de PME soient concernées en Europe par ce ruissellement. Alors, avant de rentrer dans la norme, je trouve que c'était intéressant qu'à la fois Chloé et Delphine puissent partager leurs expériences parce que vous-même, vous êtes engagés dans la RSE, on va le voir, vous suivez un certain nombre d'indicateurs. Il y a aujourd'hui très, très peu de sociétés qui, en fait, ont utilisé la norme VSME dont on va parler ce matin. Il y a une expérimentation qui a été conduite notamment par la CPME et que tu connais bien, Guillaume, mais tu pourras nous en dire 2 mots. Mais aujourd'hui, ce qui nous a intéressé dans vos témoignages à toutes les deux, c'est que vous pilotez la RSE de manière déjà très serrée et très opérationnelle. Et donc voilà, ce qu'on peut peut-être faire, c'est que déjà vous nous présentiez
vos structures. Vous nous disiez depuis quand vous êtes engagé dans la RSE. Et puis après, je vous poserai peut-être des questions plus pointues sur le reporting. Donc, Chloé, je te laisse démarrer. Oui, merci Agnès. Donc juste deux mots qui est Catalyse. Donc nous sommes cabinet conseil en stratégie, donc créé en 1990 par Jean-François Lécole, qui est toujours donc notre président, qui était issu à l'origine du BIP, donc bureau de prospective avec orienté sur les PME. Et donc notre cabinet conseil a été créé dans l'idée de conseiller les dirigeants de PME et des ETI dans tous les territoires, Et donc le cabinet s'est développé depuis, et donc on touche aujourd'hui toujours, notre cœur de clientèle reste les PME, les ETI en direct, mais on intervient aussi pour d'autres univers de clientèle, toujours dans la finalité de développer les petites moyennes entreprises et l'emploi dans les territoires. Et donc, on touche à ce titre des collectivités publiques sur des sujets de développement économique dans les territoires, développement de filières. On va intervenir pour des organismes professionnels sur des sujets emploi et compétences. Donc, il y a toujours cette finalité de développer l'entreprise et l'emploi derrière. On va intervenir aussi, par exemple, pour des fonds d'investissement sur des sujets de due diligence stratégique. Voilà, on a un spectre finalement qui est devenu assez large, mais notre cœur de métier et notre expertise, c'est la PME et l'ETI. Et donc, on est 25 coéquipiers aujourd'hui. On est un cabinet qui fait 4 millions de chiffre d'affaires là sur le dernier exercice. Et on intervient depuis 5 bureaux. On a été 4 et puis un 5e bureau qui a ouvert en janvier. Donc à Bordeaux, Lyon, Nantes, Paris et Strasbourg où je suis basée. Donc on a 25 consultants sur 5 bureaux. On a des petites équipes partout en France, ce qui correspond d'ailleurs à l'ADN du cabinet, de vouloir travailler dans les territoires et être au plus près de nos clients. On a une raison d'être, là, la baseline que vous voyez. Ça correspond avec la suite, mais c'est important de le mentionner. En fait, j'en parlerai tout à l'heure, on est entreprise à mission. Et donc, on a défini notre raison d'être que vous voyez à l'écran, agir pour le développement pérenne des PME et ETI aux côtés de leurs dirigeants et de tous ceux qui y contribuent. Et donc, tous ceux qui y contribuent, ce sont ces autres univers que j'évoquais. Donc, je peux passer à Agnès. La RSE, comment on en est venu donc, juste pour, effectivement, moi, je me suis pas présentée, mais je suis consultante senior au sein du cabinet depuis bientôt 10 ans, et j'ai la casquette, j'ai la responsabilité RSE pour le cabinet dans mes autres fonctions. Et donc, comment on en est arrivé là? En fait, tout a démarré en 2020 où on a un CSE chez Catalyse, où on traitait les questions sociales, on échangeait là-dessus, salariés, direction sur les sujets. Et puis, on s'est questionné à un moment donné, on se dit, mais le sujet environnemental, on l'aborde pas ou peu, en tout cas, on le structure pas. Et donc, faisons notre diagnostic et puis élargissons au sujet RSE. Donc, on a fait notre autodiagnostic en 2020-2021. Et donc, on a associé à ça une feuille de route, un plan d'action assez opérationnel qui se décline chaque année depuis et que je pilote en appui aussi sur d'autres référents chez nous. Donc ça, c'était de ce diagnostic est ressorti le fait que finalement, en termes d'impact, là où on a le plus d'impact, c'est via notre activité. Et donc, affirmons bien fort, affirmons le fait qu'on travaille notamment pour les PME dans tous les territoires. C'est ça qui est notre plus fort impact, notre plus-value finalement au niveau de notre environnement. Donc, on a voulu affirmer plus fort cet ADN, et donc on a engagé une démarche entreprise à mission à partir de 2022. Et donc, on est depuis entreprise à mission avec la raison d'être que je vous mentionnais juste avant. Et puis, depuis ça, finalement, on avait notre feuille de route, on est devenu entreprise à mission, très bien. De tout ça, le cheminement nous a amené à nous dire, mais en fait,
notre plus fort impact, il est chez nos clients, et donc activons plus fortement ce levier. Notre scope 2, scope 3, finalement, faut qu'on le travaille un petit peu plus, enfin même beaucoup plus, parce que c'est là où on a de l'impact. On a fait notre plan d'action à l'échelle de nos 5 bureaux, nos 25 consultants, très bien, mais travaillons plus fortement le sujet chez nos clients. Et donc en 2023-2024, on a mené notre propre étude de marché, on a construit depuis une offre spécifique RSE, tout en restant cabinet conseil en stratégie. On a des aspects, on a des modules, on va dire, spécifiques RSE, même si on ne va pas sur des aspects techniques de bilan carbone ou autre, mais sur de la stratégie. Et puis, un plan de RSEisation qu'on a associé à ce développement, qui veut dire qu'on a adapté notre métier de conseil en stratégie en intégrant beaucoup plus fortement les enjeux, ou en tout cas en le formalisant de manière plus opérationnelle et directe. Et donc, on a créé cette expertise RSE en interne que je porte. Et donc là, depuis 2023-2024, maintenant, c'est le temps du déploiement. Donc, on s'est formé, on a une démarche commerciale aussi, on a adapté notre approche commerciale, nos outils de mission. Et puis, on développe aussi, et ça, c'est un point important, je trouve que c'est une opportunité vraiment intéressante, c'est qu'on développe des partenariats aussi avec des experts sur des sujets techniques ou autres sur le sujet. Et donc, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est une partie de nos documents de présentation. Peut-être que tu peux faire un focus sur les indicateurs que vous suivez justement et sur lesquels vous reportez. Ouais. En fait, il y a deux grands volets d'indicateurs qu'on suit par rapport à cette démarche. Il y a les indicateurs, on va dire, historiques, issus de notre diagnostic, de notre plan d'action RSE, donc vraiment en interne, où on a des indicateurs sur l'environnement. On va suivre les déplacements réalisés en transport bas carbone ou carboné. On va regarder sur notre parc informatique l'âge des ordinateurs, par exemple, sur le volume de papier consommé, etc. Donc, on va travailler, on va suivre chaque année ces indicateurs-là et pour définir des actions supplémentaires dessus. Sur le volet social, on va regarder des sujets classiques de type turnover, d'accès des salariés à la formation, même d'écart de rémunération entre les plus hauts et les plus bas salaires. Voilà, on a un certain nombre d'indicateurs aussi sur ce volet social. Et puis sur le volet sociétal, on a des indicateurs complémentaires de type soutien à des associations locales. Chaque bureau a un budget chaque année pour soutenir une structure, une association. Sur le nombre aussi de jours d'intervention en école et université qui sont donnés par les consultants. Donc, voilà, on a une trentaine d'indicateurs qui sont suivis depuis 2020. Et puis, on a d'autres indicateurs qui se sont ajoutés liés à notre statut d'entreprise à mission, puisque vous voyez là en haut à droite nos engagements qui ont été définis. Donc, notamment le premier qui contribue à la vitalité des PME et des ETI. Et donc, on a des indicateurs, des objectifs opérationnels et des indicateurs associés de type le nombre de missions réalisées en direct pour ces entreprises, pour des créateurs d'entreprises aussi, le taux d'application de nos recommandations, le nombre de missions RSE aussi, puisqu'on en a désormais. Donc, voilà, on a d'autres indicateurs qui se sont agrégés du fait de ce statut d'entreprise à mission. Et tu dis aussi, tu cites dans les indicateurs, pas dans les indicateurs, dans les outils en tout cas, un outil propre de bilan carbone. Oui, alors ça, c'est une démarche qui est en cours, alors qui est pas évidente, parce qu'on on aurait pu s'appuyer sur des outils existants, voilà, de bilan carbone, ou voilà, se faire accompagner sur le sujet. Nous, on a décidé en fait on a un ERP qui fait CRM et qui a vraiment toutes nos données chez Catalyse, et donc on souhaite absolument automatiser les choses via notre outil ERP. Donc, on travaille main dans la main avec notre fournisseur pour justement créer cet outil bilan carbone, et que on n'ait pas chaque année à intégrer nos factures, etc., avoir un bilan qui nous coûte en tant que nous-mêmes petite entreprise, de pouvoir avoir un outil automatisé. Donc, c'est en cours. Aujourd'hui, on a un petit module, par exemple, sur la question des transports, qui est le principal sujet, qui est assez détaillé. On le travaille aussi sur les aspects de consommation énergétique. Donc voilà, ça va s'implémenter au fur et à mesure. Ça prend du temps, mais l'idée, c'est d'être tout à fait efficace et automatisé à terme.
Ouais, bah, merci beaucoup. D'autant qu'on va voir là dans un instant sur la VSME qui a un vrai zoom émissions de gaz à effet de serre, bilan carbone. Alors du coup, j'ai envie de demander le même exercice à Delphine. Puis après, voilà, on creusera un peu plus les notions de reporting client, en tout cas, ou de réponse aux attentes des clients. Donc Delphine, tu nous dis 2 mots de stratégie. Oui, tu peux mettre afficher tout, ouais, voilà, merci. Euh, Bonjour à tous, moi je suis Delphine Parois, donc je suis directrice de la RSE chez Stratégir, qui est un cabinet d'études et de conseils, mais j'ai aussi d'autres casquettes chez Stratégir. On est une centaine de collaborateurs. On est historiquement basé à Bordeaux, le siège social est à Bordeaux, mais on a aussi des bureaux à Paris et un petit peu ailleurs avec le télétravail en France, et on travaille au niveau national et international. Donc, cabinet d'études et de conseils en marketing, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on accompagne les marques dans leur stratégie de développement via des études, beaucoup d'études consommateurs, études clients, sur l'innovation, sur le positionnement des marques, sur la communication également. Et donc, on a une expertise qui est multicatégorie. Ça veut dire qu'on travaille dans l'industrie food, cosmétique, hygiène au sens large, services, luxe. On interroge les consommateurs ou les clients en face à face ou par recueil online ou téléphonique, en quali, en quanti. Voilà. Et en fait, notre conviction aujourd'hui, et je vais vous expliquer comment on y est venu, c'est que on pense que le marketing peut et doit être en fait un levier de transformation positive pour les marques. Parce que in fine, on parle bien de ça, on parle à la fin de consommation, voire de surconsommation de produits, et comment on peut influer là-dessus. Et donc, c'est pour ça que notre raison d'être, c'est d'inspirer pour favoriser l'essor d'une consommation éclairée, parce qu'on peut pas se mettre à la place de notre client, de nos clients. On peut pas prendre les décisions à leur place. Par contre, on peut les aider à prendre les bonnes décisions. Et donc, on a cheminé pour arriver au statut de société à mission, et on veut autant que possible les aider à faire des offres qui soient les plus responsables possibles. Voilà, et on est vraiment dans cette démarche de coopération avec toutes nos parties prenantes, que ce soit nos clients, puisque on travaille avec eux sur ces sujets-là, nos collaborateurs, mais aussi nos fournisseurs et nos concurrents. Et c'est vrai que Agnès, tu en as parlé un petit peu en amont du travail que l'on fait avec Syntec Conseil, où on est tous autour de la table pour partager nos idées et adopter vraiment un référentiel commun. Voilà, Et et puis on vous est êtes licorne, mais on va le voir là peut-être. oui, exactement. Donc pour vous expliquer un petit peu le cheminement, comment on est arrivé jusque-là. En fait, donc l'entreprise a été créée en 1986 sur un socle résolument humain et social par le fondateur de Stratégir, qui est toujours le principal actionnaire de l'entreprise, et toujours présent pour piloter notamment la vision de l'entreprise. Donc ils sont partis, ils étaient pas très nombreux. Aujourd'hui, on est une centaine. Et en grossissant, finalement, on a perdu un petit peu, on va dire, le sens, la direction, dans la mesure où plus on devient gros, plus on a besoin aussi de faire du chiffre d'affaires, de sécuriser en fait l'entreprise. Et faire du marketing, avec les années passant, c'est devenu, et le problème de surconsommation, c'est devenu un petit peu un terme péjoratif. Faire du marketing, c'est essayer de faire vendre toujours plus via des messages. On critique aussi beaucoup la communication, la publicité. Et donc, on a eu chez nos collaborateurs aussi un petit peu cette perte de sens par rapport à notre métier. Et c'est un séminaire qu'on a fait en 2018 où on s'est rendu compte de ça et qu'il fallait qu'on travaille là-dessus. Ça a invité assez rapidement derrière la crise Covid, et pour nous chez Stratégir, ça a été un petit peu le temps de la respiration. On a eu le temps de se poser, de se dire bon bah qu'est-ce qu'on fait en fait de ce qui est ressorti dans ce séminaire, comment on avance là-dessus. Et un déclencheur, ça a été le premier pro durable, je dirais, qu'on a fait post-Covid, parce qu'on n'était pas forcément très au fait de tout ça jusque-là.
Et ça a été un petit peu le déclencheur. Et là, on s'est dit, bon, il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup de choses qui existent. On avait plein de conférences en 2 jours. Je sais pas, on a dû en voir une dizaine chaque jour. Et on s'est dit, il faut qu'on se fasse accompagner. Donc, on a mandaté un cabinet qui nous a permis, à l'aide d'un petit groupe qu'on a appelé les pionniers, donc une vingtaine de collaborateurs dans l'entreprise, qui se sont penchés sur cette question. Et la première chose que l'on a fait, c'est vraiment le travail sur notre raison d'être. Pourquoi on est là, pourquoi on serait encore là dans 10, 20, 30 ans. Et ça nous a mis en route. Et à partir de là, on s'est dit, bon, il faut qu'on ait un référentiel. Parce qu'en fait, avancer comme ça, un petit peu... on a plein de bonnes intentions, on a beaucoup d'envie, mais on ne sait pas trop comment avancer. Donc, le cabinet nous a aidés, mais surtout, il nous a dit, ben, essayez d'avoir un référentiel. Et là, on s'est tourné vers le référentiel Bicorp. Ça n'a pas été un chemin très facile. On a mis 3 ans, en fait, à vraiment obtenir la certification. En fait, le questionnaire, et on en parlera, je pense, à travers aussi le référentiel VSME, mais c'est vraiment un moyen de structurer toute la démarche RSE. Et donc, point par point, on y est allé et on a coché des cases. Donc, comme on avait un socle qui était très humain déjà, on était très bien positionné sur ces axes-là, sur ce pilier Bicorp-là. Mais sur les autres, on avait vraiment besoin de progresser. En fait, on a construit notre feuille de route sur ce référentiel-là et on a avancé petit à petit. Et en fait, en avançant, on s'est rendu compte que le statut de société à mission nous permettait de cranter en fait plus loin à travers des engagements statutaires. Et pour nous, c'était vraiment le fait de pérenniser la démarche sur le papier, parce qu'en fait, une fois qu'on est société à mission, même si le dirigeant qui a beaucoup de convictions sort de l'entreprise, il y a toujours ce statut qui est là. C'est écrit, c'est formalisé, et ça nous oblige. Et donc, on a choisi de devenir société à mission, mais voilà, en fait, on a commencé par Bicorp et c'est seulement en cheminant sur Bicorp qu'on est devenu, qu'on se dit, on va devenir société à mission. Et donc, on a changé nos statuts en 2023 et on a fait notre premier audit de société à mission sur l'année 2024. Donc, on a été audité en 2025 sur l'année 2024. Et là, on s'est rendu compte que oui, c'était super structurant parce que l'audit vient vraiment vérifier tous les points que l'on s'assigne dans nos engagements de société à mission. Donc nous, on a 4 engagements de société à mission. Et donc, on a effectivement, comme l'expliquait également Chloé, des objectifs, des engagements statutaires et des objectifs opérationnels. Donc sur ces 4 engagements, il y en a 20 qui sont répartis donc sur les 4. Et en fait, les 20, on les traite par score composite, c'est-à-dire que, par exemple, on en a 4 sur notre premier engagement qui est vraiment focusé client. C'est vraiment encourager nos clients à avoir des pratiques plus vertueuses. On en a 4 et ces 4-là forment un score composite que l'on suit tout au long de l'année, voir si on atteint, voilà, et comment on peut œuvrer pour faire plus. Par moment, on se rend compte qu'on en fait presque un peu trop, qu'il faut se recentrer parce qu'il faut pas se disperser. Enfin, c'est tout un jeu d'équilibre en fait, parce qu'on est une société, on n'est pas non plus une ONG, on fait pas on n'est pas un organisme philanthropique, on doit faire du chiffre d'affaires et c'est aussi toute une question de dosage pour ne pas perdre nos clients dans ce cheminement-là. Donc voilà. Et pour terminer sur cette frise chronologique, on a également fait, donc on a fait la convention des entreprises pour le climat, la sectorielle du consulting dont parlait Laurie au tout début, et on fait partie également de Conseil Regen. Je parlais de coopération avec les différentes parties prenantes, et ça fait partie de l'écosystème, et ça nous nourrit de manière importante, et ça nous aide aussi à avancer parce que quand on est tout seul, en fait, on se rend pas compte de ce qui se passe par ailleurs et on peut
peu avoir l'impression de marcher dans le désert. Donc, c'est vraiment très, enfin, pour moi, en tout cas, ces temps-là, ils sont vraiment très importants parce que ça me permet aussi de me reconnecter à la réalité du secteur et aussi de me dire, bon, ça va, on est bien, ou là, on a pris un petit peu de retard, ou voilà, de se benchmarker aussi. Voilà, et puis de se nourrir, comme je disais. Et tu veux dire autre chose sur le sujet ou je vous pose mes questions plutôt orientées clients? Comme tu veux, après c'était plus, cette slide-là, c'était plus pour expliquer, parce que c'est vrai que quand on est dans le conseil, enfin moi j'ai eu un peu ces réflexions-là au tout début, on a mis en place cette démarche de la part de nos collaborateurs en interne, c'est mais qu'est-ce qu'on va faire là-dedans en tant que société de conseil? Finalement, l'impact, il est pas chez nous, il est chez nos clients, nous on est là pour répondre à des briefs, et on va pas changer leurs briefs, s'ils ont envie de faire ça, et ben ils feront bien ce qu'ils veulent, nos clients. Et ça a été assez compliqué finalement de faire passer l'idée que non, en fait, nous, en tant que société de conseil, et donc nous, voilà, société d'études, on avait vraiment un rôle à jouer. On n'était pas que un passeur de plat entre les marques d'un côté et des consos de l'autre. On avait vraiment ce rôle de comment on influe sur les marques en posant les bonnes questions, donc sur les briefs. Et puis, de l'autre côté, comment on interroge nos consommateurs pour pas leur donner à voir juste ce que la marque a l'intention de leur vendre. C'est-à-dire de donner aussi un peu l'image de la big picture. OK, il y a cette offre-là qui est proposée par notre client X, mais cette offre-là, elle a des impacts. Et comment vous, consommateurs, vous pouvez prendre en compte en fait tous les paramètres. Donc voilà, c'était pour Ok, aussi expliquer que en tant que société de conseil, on a vraiment un rôle à jouer. d'accord. Avant peut-être de reprendre les slides, j'aimerais bien que vous nous disiez deux mots de la manière dont vos clients réagissent à vos engagements. Savoir que si vous recevez des questionnaires de la part de vos clients, en particulier les grands comptes, est-ce que vous êtes évalué EcoVadis? Voilà, enfin, quelques mots sur le reporting et en tout cas la réponse aux questionnements clients. Et n'hésitez pas aussi, les participants, à poser quelques questions dans le chat qui iraient dans ce sens ou des questions que vous voudriez poser à Chloé ou Delphine. Eh Alors, ben, comment ça se passe? Ouais. Oui, je te laisse. peu importe. Et puis, je ferai peut-être le lien en même temps, justement, avec pourquoi, enfin, sur le sujet du jour, sur la VSME. Tu as peut-être une question spécifique après, mais nous, aujourd'hui, donc, on a des clients privés, on a des clients publics. On a certains marchés où on répond à des appels d'offres, d'autres qui sont passés en direct. Donc, on a un peu tous les cas de figure chez nous. Et sur les critères RSE, on les voit passer de plus en plus, c'est clair, notamment sur les appels d'offres, sur les appels d'offres. Le poids est souvent encore assez mineur. Ça va être du 5%. Voilà, souvent, ça va être du 5 à 10% grand maximum des points, mais c'est déjà ça. Et finalement, avec notre démarche conduite à ce jour, avec nos indicateurs, le fait d'avoir structuré en fait et d'avoir écrit ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit, déjà ça nous permet de cocher pas mal de cases, de répondre aux questionnaires. Donc c'est important de pouvoir. Je voyais tout à l'heure un petit encart qui invitait à structurer et avoir des outils aussi commerciaux sur le sujet. Oui, je confirme. Parce que ça devient de plus en plus récurrent et puis de montrer qu'on suit des indicateurs, ça permet de concrétiser les choses et de matérialiser nos impacts, ce qu'on suit et là où on agit. Là où, je ne sais pas si je vais directement sur l'intérêt sur la VSME, Agnès. Oui. Là-dessus, sur la VSME, nous, à la base, on a commencé à s'intéresser à la CSRD parce que ça impactait en tout cas avant Omnibus, ça pouvait impacter un certain nombre de nos clients, moins maintenant du fait de l'élévation des seuils. Mais on voulait s'y intéresser pour, à minimal, prendre en compte dans nos missions
et éventuellement accompagner nos clients sur le sujet, au moins sur des sujets de définir de la matérialité, peut-être pas forcément sur le reporting en tant que tel, mais en tout cas, voilà. Il y a eu Omnibus depuis, la VSME qui monte en puissance, donc cette norme volontaire cette norme volontaire touche nos clients, peut toucher nos clients. Et moi, du coup, j'y vois, on n'est pas encore entré à fond sur le sujet, c'est pour ça que ce webinaire m'intéresse aussi sur la suite. J'ai hâte de voir comment se saisir vraiment du sujet. Moi, j'y vois vraiment une opportunité déjà d'apprendre et de continuer à développer notre démarche sur un cadre qui est simplifié, qui est adapté aux entreprises de notre taille et de pas faire une usine à gaz. Et puis toujours en considérant que ce qui ne se mesure pas, n'existe pas, ou en tout cas peut être vraiment amélioré, j'ai vraiment envie de pouvoir me saisir de cet outil-là, tout en considérant que dans les appels d'offres, ça va continuer de monter en puissance et donc d'anticiper aussi ces attentes clients. Donc c'est un enjeu pour nous différencier, pour répondre à des réglementations et continuer d'avancer dans un cadre structuré, comme le disait Delphine. Cette structure, que ce soit Bicorp ou autre, ça permet d'avancer et de pas papillonner quelque part, d'avancer sur quelque chose, c'est sur une ligne directrice. Donc j'y vois ça. Il y a un autre intérêt, c'est aussi de continuer de conseiller nos clients, soit directement sur le sujet VSME ou à minima de prendre en compte. Je parlais de RSEisation tout à l'heure, c'est vraiment ça, de dire comment sur votre chaîne de valeur vous allez être impacté en tant qu'entreprise. Donc ça fait partie de notre métier historique, on va dire, mais encore plus fort là et spécifique sur cet aspect réglementaire européen. Et puis, pour finir sur l'intérêt ou l'enjeu que j'y vois sur cette VSME, ou sur la RSE de manière plus générale, ça c'est une posture plus individuelle, mais je considère qu'en tant que cabinet de conseil, on a un devoir d'exemplarité. Et avant effectivement de conseiller nos clients, que ce soit du marketing, la stratégie, du RH ou autre, de se dire nous appliquons à nous-mêmes déjà effectivement ces bonnes pratiques, structurons notre démarche et on pourra d'autant plus être légitime à conseiller nos clients et intégrer ces dimensions-là dans toutes nos missions. D'accord, merci beaucoup. Et Delphine, comment ça se passe côté client? Est-ce que vous n'êtes pas évalué EcoVadis, tu me disais, mais vous servez aujourd'hui de Bicorp et de vos indicateurs société à mission, mais voilà, tu peux nous en dire deux mots? Oui, bien sûr. Oui, effectivement, on n'est pas évalué EcoVadis parce qu'on a mis nos efforts ailleurs, notamment sur Bicorp, et ça nous a demandé quand même beaucoup d'efforts, et également sur Société à mission. Cela dit, vis-à-vis de nos clients, même si ils connaissent mieux EcoVadis que Bicorp, ça force quand même un petit peu le respect vis-à-vis de nos clients. Ils sont très demandeurs. En fait, on le voit. Alors, les gros nous envoient systématiquement des questionnaires sur lesquels on doit vraiment répondre avec l'ensemble de nos engagements. Certains nous demandent même d'obtenir un score CDP et de pouvoir ensuite justifier de ce que l'on fait concrètement. Donc, tu veux dire ce que c'est que le carbone? Alors, le CDP, c'est le Climate Disclosure Project. Et donc, nous, on est évalué sur la partie, en tant que société de conseil, en fait, on n'est pas évalué forcément sur toutes les dimensions. Nous, on est évalué sur la partie climat, mais aussi la partie eau et biodiversité. Et sur la partie climat, c'est surtout de reporting à partir du bilan carbone et de toutes les actions que l'on met en place suite au bilan carbone. Donc, ils prennent en compte vraiment tous les efforts qui sont faits, si on a une trajectoire, comment on pilote la trajectoire, etc. Et donc ça, on a un de nos très gros clients qui nous demande notre score CDP. Alors c'est pas forcément rédhibitoire par rapport au fait de travailler ou pas avec eux, mais ils le prennent de plus en plus en compte en fait dans la sélection de leurs prestataires.
Et donc, alors ça, c'est pour un client, mais pour la plupart des gros clients que l'on a, notamment en banque, assurance, mobilité, systématiquement, on a ces questionnaires où on doit rendre des comptes et apporter des preuves. Il suffit pas de dire, mais aussi de montrer ce que l'on fait. Et c'est vrai que Bicorp nous a permis d'aller vraiment très loin là-dessus, puisque ben, c'est un référentiel qui est extrêmement engageant sur différents piliers qui ne sont pas que axés environnement, ce qui est surtout le cas d'Ecovadis, mais aussi sur toutes les pratiques RH, collaborateurs, voilà, qui a un pilier extrêmement fort, également ce qu'ils appellent la politique JEDI, justice, équité, diversité et inclusion, qui est pris en compte à travers Bicorp. Donc oui, nos clients sont de plus en plus demandeurs. Et ensuite, pour les plus petits, qui ne le sont pas forcément, donc on va parler plutôt des ETI ou des PME qui nous font travailler. C'est pas forcément quelque chose qui nous demande, mais on le met systématiquement en avant quand même, parce que ça peut aussi les aider dans leur propre cheminement, puisque comme disait Chloé, ben, de plus en plus ils vont être confrontés à ça et à ce reporting aussi autour de la VSME. Et du coup, ça les rassure et ça peut aussi les inspirer. Et c'est dans notre raison d'être. Donc Que vous voilà. inspirez vos clients, mais aussi, enfin, quelle que soit la taille, hein, quelle que soit leur taille, il y a cette Oui, notion voilà, d'exemplarité et exactement. d'inspiration. Oui, et puis de montrer que c'est pas parce qu'on est une entreprise, nous on est une PME, une centaine de collaborateurs, c'est une PME, de montrer que même quand on est petit, c'est possible, que c'est pas juste, comme l'a fait un petit peu la CSRD, ben, finalement les très gros qui sont concernés, et finalement on s'applique aussi, Chloé, tu parlais d'exemplarité, mais c'est vraiment ça, c'est aussi de partager, et on anime des workshops avec nos clients. On ouvre vraiment ces débats-là avec eux pour voir comment ils peuvent nous faire progresser, comment on peut progresser ensemble aussi. Et c'est vrai qu'on en parle aussi au sein de Syntec Conseil, c'est de trouver des référentiels communs. Pourquoi ne pas travailler demain sur un brief qui est un petit peu plus standardisé pour nos clients, où on a systématiquement ces questions autour des enjeux environnementaux et sociaux qui apparaissent dans les briefs et que l'on peut adresser d'un point de vue étude. Donc, euh, donc Super. voilà, en fait, ça essaime, enfin, c'est un peu comme une onde. Ça peut partir de nous et après, ça fait une onde et c'est intéressant de voir comment toutes ces pratiques se mettent en mouvement. Et nos clients sont intéressés aussi nous questionnent et sont intéressés pour euh, parler avec nous au sein de ces fameux workshops. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup de ces témoignages. En fait, on voulait conclure avec Guillaume, et après, je rentre vraiment dans la VSME, sur l'intérêt d'un engagement volontaire, puisqu'on voit bien qu'il n'y a pas d'obligation. Tu veux en dire deux mots, Guillaume, ou j'enchaîne sur la VSME, comme tu veux. Non, on a perdu Guillaume, non. Oui, Vous ma question c'est, on avait prévu une fin de séminaire à quelle heure? à 45. Bon, donc ça veut dire on va accélérer. Là, on vous a remis, c'est une synthèse de ce qu'on vous a dit, de ce qui a été dit. Les deux éclairages, je pense, permettent de bien s'interroger sur la stratégie, parce que avant qu'on passe à l'outil technique qu'est la BSME, la vraie question qui a bien été évoquée là, c'est la stratégie que compte suivre l'entreprise de conseil. Donc là, on vous a présenté deux cas qui sont très en avance de phase, je pense, par rapport à la moyenne des cabinets de conseil. Et donc, avec deux mots-clés, moi, que j'ai notés, hein, c'est l'ambition. Voilà. Quelle est l'ambition stratégique qu'on se fixe sur ce sujet pour répondre à cette question? Sachant que vous ne pouvez pas répondre que ce n'est pas un sujet, il me semble, vu les attentes qui ont été décrites de vos clients. Et puis le deuxième mot-clé que j'ai vu, c'est le mot sens. C'est-à-dire que ce sont des démarches à l'heure actuelle qui donnent du sens. Euh, Ensuite, on verra qu'en termes de stratégie, je pense que vous avez plusieurs approches. Vous avez l'approche basique,
c'est-à-dire cette VSME et ces indicateurs vont monter en puissance, je m'en empare à minimum. Et puis vous avez une approche beaucoup plus ambitieuse. Est-ce que je traite ça dans un label, dans une démarche globale? Est-ce que je m'ouvre aux parties prenantes? Enfin voilà, tout ce qui a été décrit par Chloé et Delphine, qui sont un objectif, en tout cas pour certains. Donc là maintenant, on ne va pas tout vous dire sur la VSME, mais notamment parce qu'à la fin, peut-être que on pourra proposer un webinaire de lecture thème par thème du guide et de la VSME. Là, on va plutôt essayer de vous donner envie, vous expliquer comment on l'a libellé. Bon, donc vous avez compris que la norme VSME va s'appliquer en Europe aux entreprises de moins de 1000 salariés et de moins de 450 millions d'euros de chiffre. Donc c'est un marché pour nous, consultants, colossal, et en interne, ça va nous impacter. Un point important, c'est de dire que cette norme est en cours de validation finale. C'est-à-dire que ça, c'est ma casquette à la CPME. Cette norme va bien aux PME parce qu'elle est assez simple, on va vous l'exposer, mais en tout cas, retenez qu'elle va être validée par un acte délégué, enfin par un système de Bruxelles, dans les prochaines semaines. Là, elle rentre en consultation finale. Donc, elle n'est pas encore validée, mais elle a toute chance de l'être parce que, notamment, les représentants des PME ne s'opposent pas à son adoption. Vous savez que pour la CSRD, c'est parce que les entreprises sont montées en créneau pour dire qu'elles trouvaient que ce qui avait été proposé dans le cadre de la CSRD était un peu compliqué, qu'il y a eu l'omnibus. Et ça s'est fait non seulement en France, mais aussi beaucoup dans les autres pays européens, je pense à l'Allemagne. Donc, cette norme VSME, elle s'adresse aux cibles que je vous ai indiquées, c'est-à-dire vous en tant qu'entreprise et pour l'essentiel de vos clients. Ça a été dit. Donc, je pense. Alors, l'autre. Guillaume, on peut peut-être dire aussi qu'elle devrait normalement, enfin, que EcoVadis et les questionnaires des directions achats devraient petit à petit converger vers cette norme et qu'elle devrait en plus servir de bouclier pour que les PME ne soient pas assaillies de demandes complètement multiples et disparates, mais qu'on se centre finalement sur un référentiel commun. Oui, alors c'est exact. C'est-à-dire que ça va, comme l'a dit Chloé, elle l'a bien expliqué, les directions achats des grands groupes vont évidemment intégrer la VSME dans leur stratégie d'achat pour faire évoluer leur questionnaire. Donc ça, pour l'instant, ils sortent du sujet de la CSRD, mais très rapidement, ils vont tous travailler sur ce sujet-là pour voir comment j'adapte ma stratégie achat RSE à cette réglementation. Ils vont attendre qu'elle soit validée juridiquement, d'accord? Ils vont jamais démarrer, mais comme c'est dans les prochaines semaines, ça, on sait que ça va se passer. L'autre objectif de cette VSME, c'est de limiter les questionnaires. C'est-à-dire la critique que faisaient les entreprises et les PME en particulier, c'est qu'il y avait des questionnaires à droite, des EcoVadis à gauche et qu'on s'en sortait plus. Donc, est-ce que c'est aussi un souhait d'harmonisation des demandes des clients, publics et privés? Troisième élément, c'est aussi de limiter les demandes maximales que peuvent demander les donneurs d'ordre en matière de RSE. Et il est expressément écrit dans le texte que c'est la VSME qui serait ce qu'on appelle en anglais le cap in the value chain, la possibilité maximale de demande. Voilà, on peut. Alors, vous avez compris qu'on ne va pas rentrer dans le détail, mais on va vous l'expliquer et puis peut-être en fin de séance voir avec vous si on pourrait reprendre un webinaire qui rentrerait dans chacun des items pour ceux que ça intéresserait. Alors, retenez que la VSME a deux modules. Tu peux tout afficher, hein. Un module de base qui est à gauche. Le module de base, il s'adresse essentiellement aux plus petites entreprises dans les PME. Il n'est pas écrit moins de 50, moins de 100, moins de 10. Mais très clairement, le module de base, il est quand même lié à la taille de l'entreprise, évidemment, et aux attentes des donneurs d'ordre et des établissements financiers. Ne perdons pas de vue que ces réglementations extra-financières sont extrêmement poussées par les établissements financiers, banques, assurances et fonds. D'accord?
parce qu'elles-mêmes sont soumises à des réglementations draconiennes. Donc il y a vraiment une volonté des établissements financiers d'y voir un peu plus clair dans les données extra-financières des entreprises. Le module de base, vous avez alors 11 sujets ESG, seulement. ESG, RSE, ESG, environnement, social, gouvernance, d'accord? Enfin, voilà, les trois thématiques, c'est celle-là. Le module de base, B1, B2, ce sont des informations générales sur l'entreprise, sur ses pratiques, sur sa politique, enfin voilà, des choses qu'on a déjà lorsqu'on nous demande de présenter l'entreprise. Évidemment, sur le focus RSE, c'est-à-dire qu'il faut orienter les présentations sur l'axe RSE. Les deux intervenantes l'ont dit très clairement, en France, le volet social, par les réglementations notamment, est très connu des entreprises et très respecté. D'accord? Ça, c'est le volet social. Le volet environnemental est un peu nouveau pour les entreprises de conseil. Et là, nous avons les grandes catégories de sujets environnementaux que nous avons à regarder. Le sujet énergétique et de gaz à effet de serre, le sujet de la pollution de l'eau, de l'air et des sols, le sujet de la biodiversité, le sujet spécifique de l'eau, et puis l'utilisation des ressources, déchets, économie circulaire. En matière sociale, caractéristiques générales, la thématique santé-sécurité, l'aspect rémunération, négociation collective, formation, et puis évidemment le volet incontournable en RSE de la gouvernance, compliance, éthique, pratiques concurrentielles, etc. Donc ça, c'est le volet ESG de base. Ensuite, vous avez la possibilité de prendre un deuxième module. Vous ne pouvez pas prendre le module complet sans prendre le module de base. C'est clairement indiqué. Et ensuite, ben, on vient compléter les informations générales. Dans le module complet, évidemment, on va monter plus en puissance. Par exemple, en matière de stratégie, là, pour le coup, on va vous demander votre modèle d'affaires, les initiatives que vous avez prises, un peu tout ce qu'ont défini Chloé et Delphine tout à l'heure, si vous voulez. On vous demande d'aller un peu plus loin. Même chose sur vos pratiques, vos politiques, vos initiatives. Vous voyez, les travaux, le fait de suivre des travaux Syntex, c'est tout à fait positif, ça fait partie du sujet. Et on vous demande également de formaliser. Ça a été dit par Chloé, je crois. Le fait de formaliser nous aide à réfléchir et à cadrer et à appliquer ce qu'on devra faire. En matière environnementale, on va au-delà du module de base. On va vous parler de votre trajectoire carbone, de plan de transition et des risques climatiques. Je ne rentre pas dans le détail. On va vous montrer ensuite dans le guide comment c'est présenté de façon concrète. Mais retenez que là, on monte en puissance. C'est la même chose en matière sociale. On va vous demander des indications et des indicateurs supplémentaires, notamment par exemple en matière de droits de l'homme, d'incidents négatifs en matière de droits de l'homme, etc. Il y a une rubrique. Et en matière de gouvernance, on va également aller plus loin dans le module complet, notamment par exemple sur les revenus provenant de secteurs dits à risque, vous voyez, armement, énergie, etc., non fossiles. Donc on va vous demander de préciser qui sont vos clients et si vous travaillez pour certains secteurs. Et puis on va creuser en matière le taux de diversité au sein de votre organisation. On peut, alors derrière Agnès, je vais peut-être te laisser présenter le guide et puis quelques fiches. Encore une fois, d'ici moins le quart, on n'aura pas le temps et ce n'est pas l'objet de présenter le contenu du guide, mais pour ceux qui voudraient aller plus loin, peut-être qu'on pourra vous préparer un webinaire qui rentre justement dans le détail de chacun des items, c'est-à-dire la mise en œuvre. Je te laisse parler, Agnès. Merci beaucoup. Donc, oui, ce qui est intéressant, c'est que la Fédération Syntex s'est dit,
On a énormément de PME et TPE dans les ressortissants des 5 syndicats et donc on pourrait fournir un guide très pratico-pratique pour aider nos membres à s'emparer de cette directive européenne. C'est le fruit d'un travail de plus d'une année et on s'est appuyé sur des représentants des 5 syndicats membres et le guide, vous pouvez le télécharger via ce lien, mais on le remettra dans le chat tout à l'heure. Il a vraiment été conçu de façon à vous aider à cheminer étape par étape, pas à pas, dans la mise en œuvre de la VSME. Et voilà les différents chapitres. Les 2 premiers sont un peu génériques. Le premier explique le cadre, c'est-à-dire le Green Deal européen et la CSRD. Le deuxième explique pourquoi ça va être vraiment très utile pour les PME et pourquoi ce n'est pas que un support de reporting, mais ça peut devenir un vrai référentiel pour structurer une démarche RSE. Je rebondis sur ce que notamment Delphine, tu disais sur le référentiel. Et à partir du chapitre 3, on rentre vraiment très en détail dans la norme. Dans le chapitre 3, on présente le contenu des 2 modules que vient de présenter dans les grandes lignes Guillaume, mais en essayant de partager aussi des critères sur la manière de choisir entre le module de base et le module complet. Et puis ensuite, vous avez vraiment des fiches pratiques pour remplir les cases, j'allais dire, parce qu'on va voir que ça reste quand même un peu jargonneux, hein, parce que ça a été conçu à l'échelle européenne. Il y a beaucoup de wording qui est très RSE et d'ailleurs, on a d'ailleurs aussi produit un glossaire que vous voyez à partir de la page 126. Voilà. Et puis peut-être pour faciliter aussi la mise en œuvre, parce que s'engager dans cette démarche demande aussi de convaincre des dirigeants, d'embarquer un certain nombre d'acteurs en interne. On a fait aussi tout un chapitre sur les étapes à conduire, le calendrier à respecter, quelques clés de succès pour embarquer les principaux acteurs. Et je vous montre là comment il est conçu. Donc, Guillaume disait tout à l'heure que tout ça s'est été structuré autour de l'ESG, l'environnement, le social et la gouvernance. Donc là, j'ai reproduit notamment la liste des indicateurs qui vont vous être demandés dans le module de base sur l'environnement. Donc des sujets autour de l'énergie, de la pollution de l'eau, de l'air, de la biodive, des consommations d'eau ou de l'utilisation des ressources et de l'économie circulaire. Et vous verrez dans le guide qu'on a indiqué très clairement ce qui était obligatoire au moment où vous faites un reporting, parce que tout ceci vous aide à identifier des indicateurs à suivre et à faire idéalement un rapport de durabilité que vous pourrez joindre justement à vos appels d'offres. Et puis, il y a un certain nombre de sujets qui sont plutôt à produire le cas échéant ou de manière facultative, et tout ça, c'est expliqué. Parce qu'on voit bien que dans nos métiers, on peut avoir plus ou moins d'impact sur la biodive ou plus ou moins d'occasion justement de contribuer à l'économie circulaire. Donc, si je rentre un peu plus dans le détail sur le premier sujet qui est le B3, donc les émissions de gaz à effet de serre, vous verrez dans le guide qu'on a essayé vraiment à chaque fois d'être le plus pédagogique possible, en donnant des définitions, en faisant des zooms sur des cas particuliers, en donnant des idées de tableaux, en mettant des notes pour voir, par exemple, si on veut reporter sur les combustibles liquides, c'est-à-dire le carburant, comment on peut convertir un volume de carburant en masse de façon à répondre aux attentes de la directive. Et on a donné aussi des exemples très concrets en se disant, par exemple, vous êtes une société d'études, donc Syntec Études, vous mettez à disposition de vos collaborateurs une flotte de 3 véhicules diesel. Qu'est-ce que ça veut dire de calculer les consommations selon les critères qui vous sont demandés dans la norme? Voilà, enfin, je ne vais pas rentrer plus dans le détail aujourd'hui si on veut se laisser un tout petit peu de temps d'échange, mais en tout cas,
vous verrez que le guide a été vraiment conçu, notamment avec l'aide d'ailleurs des équipes de Calix, pour être le plus opérationnel possible. Donc ça, c'est un exemple sur le B3. Si je prends toujours sur le B3 les émissions de gaz à effet de serre, il va falloir effectivement les publier. On a essayé de mettre vraiment des définitions pour montrer quels sont les gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, le protoxyde d'azote, etc. Et on essaye aussi de guider les personnes qui vont devoir prendre en compte ce qu'on appelle le scope 1 ou ce qu'on appelle le scope 2 ou le scope 3 dans la norme. Je peux prendre un autre exemple puisqu'il va falloir aussi s'appuyer sur des méthodologies de calcul. On vous donne des cas pratiques et on vous donne aussi avec des QR codes, des listes de ressources pour vous aider parce que vous pouvez vous appuyer en particulier sur toutes les publications de l'ADEME pour pouvoir répondre donc à ces obligations. Donc ça, c'était sur le volet environnemental. Sur le volet social, c'est pareil. On a eu par exemple pas mal de débats sur ce que voulait dire l'équivalent temps plein. Donc vous voyez que là, on a fait un focus particulier sur ce que c'était qu'un équivalent temps plein. Et à droite, un exemple pour une entreprise de 10 employés avec 7 collaborateurs à temps plein et puis des collaborateurs potentiellement à temps partiel. Et on précise que cette ventilation doit être effectuée par type de contrat que vous conduisez chez vos clients. Voilà. Idem sur le taux de turnover, par exemple, comment le calculer avec des règles qui souvent, évidemment, sont déjà maîtrisées par les personnes qui sont en charge des ressources humaines chez vous, mais voilà, qui ont quand même posé un certain nombre de questions aux équipes avec lesquelles on a travaillé sur le guide. Et on sera d'ailleurs preneur, évidemment, de vos retours s'il y a des questionnements qui subsistent. Voilà. Et puis, on a terminé aussi, je vous le disais, par un chapitre sur quelques clés de succès. Agnès, tu m'autorises? Oui, je t'en prie. Il y a une question, il y a une question sur le fait, dans le chat, est-ce qu'il y a un audit obligatoire? La réponse est non. Dans la VSME, vous n'avez pas l'obligation contrairement à la CSRD, à l'audit extérieur. Cela dit, je pense Comme que... l'a dit Delphine. Non, mais je pense que si vous rentrez dans ces démarches et si les clients vous le demandent de plus en plus, assez rapidement va se poser la question de faire attester par une tierce partie vos indicateurs VSME parce que votre client en face n'aura pas le temps de tout contrôler. Donc, je pense que même si ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas exclu. Et je pense que ça peut être une bonne initiative que de faire attester par un organisme tiers indépendant sa VSME. Il va y avoir un marché là-dessus. Voilà, c'est une orientation à réfléchir. Le deuxième point, vous avez compris qu'il y a des sujets qui peuvent ne pas être applicables. C'est en fait donc il n'y a pas, contrairement à la CRD, on ne va pas rentrer dans le détail où on parle de double matérialité. Dans la démarche VSME, il n'y a que de la simple matérialité. Et dans la simple matérialité, parfois, vous avez le droit de dire que le sujet n'est pas applicable parce que vous avez beau vous creuser, vous n'arrivez pas, et donc il n'y a pas vous avez la possibilité de non applicable. Voilà, c'était des points que je voulais, et notamment pour répondre à la question qui avait été posée. Peut-être qu'on peut, en conclusion et en vous donnant, en essayant de vous donner la parole, on a beaucoup creusé l'aspect stratégique et les enjeux dans ce webinaire, vous l'avez noté. Je pense que vis-à-vis de vos patrons ou de vous-même, si vous êtes patron ou dans la réflexion à avoir, cette analyse stratégique, elle est fondamentale. Bon, je pense qu'on vous a expliqué que déjà, c'était pas mal parti ce thème-là et qu'avec cette réglementation européenne, ça allait prendre une autre dimension. C'est-à-dire que les directions achats, les acheteurs publics ne pouvaient pas ne pas tenir compte de cette évolution de la VSME. Donc là, c'est un travail très important. À la suite de ça, ben, vous devez calibrer votre effort. Là, vous avez eu deux interventions qui sont montées assez loin, voire très loin dans ce qu'on peut faire. C'est les objectifs à atteindre. Mais vous pouvez déjà savoir à quel niveau vous voulez travailler sur ce sujet.
Le niveau basique étant évidemment la connaissance et la prise en compte de cette nouvelle norme qui va impacter très fortement le sujet. Donc, les conseils qu'on vous donne à la fin, ben, c'est d'un bon sens absolu. C'est déjà de savoir si dans l'entreprise, il y a quelqu'un qui gère ça. Euh, euh, c'est très vrai en ISO, dans toutes les normes ISO, c'est de la nomination d'un pilote. Je ne reviens pas sur l'implication de la direction. C'est pas la peine de proposer un projet complètement déconnecté de la psychologie de votre président parce que lui, il a du mal à être convaincu. S'il est très convaincu, il vous emmène aussi loin que chez Chloé et l'autre Delphine. présentation. Mais enfin voilà, tenir compte de l'implication de la direction, et votre rôle c'est de la faire monter en puissance. Et puis, et c'est là où Syntec peut vous aider, c'est l'appropriation de tout ça. Et là, on peut que vous recommander de participer aux travaux de Syntec et peut-être si on organise un webinaire plus technique sur le contenu de, euh, voilà, donc c'est stratégique, c'est ça qu'on a voulu vous dire. On ne peut pas rentrer dans le débat de la VSME si on n'a pas déjà plus ou moins cadré son approche stratégique et la façon dont on allait appréhender le sujet. C'était un peu ça qu'on voulait vous dire ce matin. Et puis peut-être lire le guide, prendre vraiment connaissance du guide, parce que je pense qu'au fil des pages, il y a vraiment une appropriation très progressive et très intéressante des sujets. Moi, je me dis aussi que dans le cadre de la commission développement durable et RSE, on fera un zoom spécifique sur cette VSME et vous avez le temps de vous y préparer parce que, comme le disait Guillaume, elle est encore en train d'être affinée au niveau de l'Europe, au niveau des consultations et après des applications pays par pays. Mais vous rejoignez-nous aussi dans la commission développement durable et RSE et on pourra aussi continuer à répondre à vos différentes questions. Euh, je redécouvre le chat. Il nous reste 2-3 minutes. Avez-vous d'autres interrogations, d'autres besoins? Je vais remettre peut-être le lien vers le guide dans le chat. Je crois que Régis. Oui, c'était pas une une question. question, mais bonjour à tous, pardon. C'était pas une question, mais simplement un message pour vous remercier tous les deux du travail que vous faites pour la profession et le secteur, parce que je sais combien c'est prenant et combien vos activités sont aussi engageantes. Et donc, merci pour ça. Et puis, je lirai avec beaucoup d'attention effectivement le guide parce qu'il m'a l'air très pratique et très pratico-pratique. Et donc, ça, c'est excellent pour traduire cette VSME qui bouge beaucoup. Dans nos métiers. Peut-être une question sur plus Syntec. La CSRD est de nouveau malmenée au niveau européen par le lobbying de différents blocs et différents acteurs pour annuler le côté double matérialité. Est-ce qu'on prévoit quelque chose par rapport à ça, de monter au créneau, de défendre cette vision-là, cet outil-là? En fait, aujourd'hui, on prend assez peu la parole. Je pense qu'on contribue à des travaux de place, mais pour le coup, la commission développement durable ou Syntec Conseil prend encore assez peu la parole sur ces sujets, mais on pourrait utiliser nos canaux. L'agence qui s'appelle la nouvelle agence, qui est l'agence d'RP de Syntec Conseil, si on voulait, si tu veux d'ailleurs qu'on y contribuer, on pourrait proposer une prise de parole. Ça, c'est Je une pense bonne idée. qu'on pourrait, si on arrivait à faire rapidement un post LinkedIn sur le sujet pour réaffirmer la position du Syntec et puis nous à le relayer dans nos réseaux. Ouais, d'autant plus que je disais en introduction, BL Evolution, qui est un de nos membres, vient de publier donc son étude des CSRD du SBF 120 et les témoignages sont édifiants de retour. Et puis j'ai assisté aussi au CESE là cette semaine au sommet de la mesure d'impact et je pense à Marc Sabatier de Juliette Sterwen, qui est un de nos membres aussi, qui disait que les retours des entreprises qu'ils accompagnent sont très clairs. La double matérialité a fait vraiment passer un cap à toutes les strates RSE parce qu'on est allé vraiment beaucoup plus creuser les risques Bah, bien sûr. et puis on s'est préoccupé des impacts. Ça donne une vision vraiment long terme et de maîtrise des risques de nos organisations. Donc, ouais, c'est une bonne idée. Je prends le point avec plaisir.
Merci, Régis. Merci à toi. D'autres commentaires, non? Vous nous direz quand même, voilà, si ce webinaire a répondu à vos attentes ou, comme le disait Guillaume, si vous avez des besoins complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter par ailleurs, Guillaume, Laurie, Mathilde ou moi, parce qu'on est très, voilà, soucieux de voir ces travaux vraiment utiles à la profession. Donc, on est vraiment complètement preneur de vos retours et de vos compléments d'attente, quoi. Oui, je redis ce qu'on peut proposer, mais on le fera que s'il y a une demande, c'est de présenter techniquement le guide, et notamment sur l'aspect environnemental. Vous avez bien compris que sur l'aspect social et sur l'aspect de gouvernance, enfin vous êtes consultant, il n'y a pas de grand besoin de comprendre les questions qui sont posées. Par contre, vous verrez que sur les aspects environnementaux, c'est beaucoup plus technique. Bon, et c'est là-dessus sans doute que ça vaut explication. Donc, comme le guide est très précis, on pourrait vous en faire une lecture lors d'un webinaire, évidemment à la condition que ça intéresse les adhérents, quoi, évidemment. En tout cas, on a remis le lien du guide dans le chat. Du coup, on vous remercie tous. Merci Chloé, merci Delphine de vos témoignages. Et merci à tous de votre présence ce matin et belle journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Très intéressant, très utile. Merci. Et à À bientôt. bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir à tous. Au revoir.